Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 64 de MPCM un confrère, j'ai envie de dire, François Berger, avocat à Neuchâtel, mais on va parler de bien d'autres choses que du barreau. Et il va commencer par nous présenter les 3 livres qui l'ont marqué et qu'il conseille à tous ceux qui regardent cette émission. Oui, je vous remercie d'abord de votre très aimable invitation. Je dirais ceci, tout choix est arbitraire, c'est évident. 3, on aurait pu dire 10, on aurait pu dire 100. Il y a des centaines de grands ouvrages, de grandes œuvres dans la littérature mondiale que l'on pourrait recenser. Alors les vôtres. Alors, s'agissant des miens, il y a 3 ouvrages qui me sont venus en tête. J'y repensais en faisant ce joli voyage de Neuchâtel jusqu'à dans cette jolie ville de Sion. J'ai pensé d'abord à Catesby. Catesby the Magnifique, comme vous savez, de Scott Fitzgerald. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? D'abord, c'est un ouvrage qui saisit remarquablement bien, au fond, le rêve américain. N'est-ce pas? L'histoire elle-même se déroule New York, enfin dans la région new-yorkaise, et c'est au fond une peinture des mœurs et de la société de l'époque du rêve américain. Ce qui est fascinant, c'est pas seulement la peinture que Fitzgerald a donnée à travers Catesby, mais c'est le personnage, le protagoniste de Catesby, qui est Catesby lui-même. Parce qu'il est un personnage ambigu, dont on ne connaît pas très bien les origines, d'où a-t-il ou comment a-t-il acquis sa fortune, c'est pas toujours très clair, et c'est à la fois un homme qui a un rapport également ambigu à la société, c'est-à-dire qu'il est impliqué et on a l'impression qu'il l'observe. Il est dans la société, il participe de celle-ci, et en même temps, il est un peu à l'extérieur. Il y a un exemple, à mon avis, très parlant qu'on doit citer, parce qu'il apparaît souvent dans le roman de Fitzgerald, c'est les grandes fêtes, les grandes invitations que Scott donne dans sa magnifique maison au sud de New York. Et alors on s'aperçoit qu'il y a un monde fou, des sénateurs, des acteurs, des artistes, des hommes politiques qui sont invités, qu'il reçoit, et souvent il s'absente. C'est-à-dire il les contemple, il les regarde, il observe cette faune humaine à partir de sa fenêtre, à partir de son bureau, il observe. Catesby est un grand observateur. Mais ce qui est remarquable, c'est que Fitzgerald en a fait non seulement une peinture de la puissance du rêve américain des années 20, parce que l'histoire, il faut le dire aussi, se passe dans les années 20, mais en même temps, il y intègre une extraordinaire histoire d'amour. Il y insère une histoire d'amour qui permet au fond à Fitzgerald, sans que ce soit un roman politique, d'insérer toute une problématique de lutte de classe. C'est peut-être un mot qui est dépassé, etc. J'en sais rien, peu importe. Enfin, nous conseillons tous les deux ce magnifique livre. Alors, on peut le conseiller, mais ce que je voulais dire, pour terminer sur Catesby, c'est que Scott a su remarquablement bien dépeindre aussi une histoire d'amour insérée dans l'observation de la société américaine de l'époque, des années 20, et de cette puissance du rêve américain, et d'y intégrer une histoire d'amour. Catesby reste amoureux d'une femme depuis sa jeunesse, Daisy Buchanan, et où il habitera, il sera en face de la maison où elle, Daisy, son amour de jeunesse, vit. Mais à l'époque, un mariage n'avait pas été possible entre le protagoniste, c'est-à-dire Catesby, et Daisy, compte tenu de sa situation, qui était une situation apparemment très modeste. Et elle a épousé un homme très riche. Alors, le deuxième livre, avec un pitch un peu moins long. Oui. On a tellement de choses à parler. Alors, je vais essayer d'être un petit peu moins bavard, essayer d'être un petit peu plus nuancé, pas plus nuancé, mais moins bavard. C'est la Divine Comédie. La Divine Comédie de Dante Alighieri, que nous connaissons, à défaut de l'avoir lu, qu'on connaît, c'est pour certains très grands auteurs, comme notamment Borges, l'Argentin, probablement ce qu'il y a de mieux dans la littérature mondiale. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans la Divine Comédie? La construction est absolument impeccable. Vous savez que c'est 3 parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. C'est aussi une peinture des mœurs de son temps, mais c'est aussi, à travers une dimension poétique extrêmement puissante, finalement, en 2 mots, c'est quoi la Divine Comédie?
La Divine Comédie, c'est un parcours, c'est une recherche, c'est Dante qui est accompagné de Virgile, il a un accompagnateur qui traverse l'enfer, le paradis, le purgatoire, le paradis, à la recherche de Béatrice, qui probablement exista, qui fut un amour de jeunesse quand il avait 9 ou 10 ans, qu'il a retrouvé vers les 17-18 ans, et il l'aurait vu apparemment très peu de fois. Donc il y a toute une recherche. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la Divine Comédie, indépendamment de sa qualité poétique tout à fait remarquable, il y a 2 observations importantes qui doivent être faites. La première observation, c'est que c'est un peu, je dis bien un peu, en règlement de compte. Dante avait été exilé de Florence, dont il était, pour des raisons politico-religieuses. Il était en désaccord avec le pape sur un certain nombre de points. Donc il y a là un peu un règlement de compte, puisque le pape Boniface, dans son œuvre, il le met en enfer. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose qui intéressera alors plus les linguistes ou les gens qui apprennent l'italien, qui s'intéressent à la langue italienne, c'est que la Divine Comédie a au fond introduit l'italien. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'avant, on écrivait pour latin, et Dante Alighieri rompt, il va utiliser le dialecte toscan, et c'est à partir de ce moment-là que la langue italienne connaîtra un essor et un développement tout à fait extraordinaire. Donc c'est quand même très important, indépendamment de l'histoire absolument fabuleuse de la Divine Comédie, d'une richesse extraordinaire et d'une construction géométrique et mathématique parfaite, c'est aussi la possibilité, le premier livre qui inaugure la langue italienne. Parce qu'il rompt avec le latin et il utilise le dialecte toscan qui donnera naissance à l'italien classique. Et alors peut-être comme 3e ouvrage, un ouvrage de littérature française? De littérature française plus proche de nous que Dante Alighieri, Marcel Proust. Et alors, ça reste une œuvre d'une force exceptionnelle également. Marcel Proust, La recherche du temps perdu, que j'ai lu avec beaucoup de bonheur, qui est peut-être un peu mis de côté maintenant quand je parle avec des amis, avec des connaissances, qui me disent c'est long, c'est ennuyeux, c'est 3000 pages, hein. C'est 3000 pages la recherche du temps perdu, mais le temps d'aujourd'hui est quand même pas mal à la paresse, les grandes œuvres qui nécessitent quand même une réflexion, il faut y entrer, il y a une réflexion à faire à partir des données que nous livre Proust. C'est quelque chose auquel le lecteur rapide, il faut lire vite, n'importe quoi, etc. Non, c'est de la très grande littérature et c'est surtout une entrée dans les mœurs de l'époque. Vous savez, comment définir au fond la recherche du temps perdu? On a posé la question à beaucoup. Comment définir? C'est quoi la recherche du temps perdu? C'est à la fois un roman, une épopée des temps modernes, c'est de la poésie, c'est de la critique d'art, c'est de la philosophie, c'est de la réflexion. Je dirais ceci pour clore concernant Marcel Proust et la recherche du temps perdu. Je ferai 2 remarques. Une première, qui est un peu une remarque de pédant, excusez-moi, c'est que le titre original n'était pas « À la recherche du temps perdu », le titre original était « Les intermittences du cœur ». Et c'est très intéressant parce que la Fondation Bodmer de Genève, qui conserve de très précieux et très anciens manuscrits, a notamment une bonne partie originale de la recherche du temps perdu. Et on voit, j'en ai un facsimilé, où il est bien mis « Les intermittences du cœur », il biffe, et en dessous, il écrit « À la recherche du temps perdu ». Voilà ce que l'on peut... Alors, cette semaine, je vais proposer, je suis très content qu'il ait parlé de Dante, parce que Michel de Palol, un génie romanesque, on va dire, architecte de formation et un constructeur littéraire, un magnifique poète, a sorti, ça sort en français, c'est un ancien de ses livres, 3 pas vers le sud, c'est une trilogie de Troy Accord absolument fantastique, qui est, je crois que j'ose le recommander à tous ceux qui aiment vraiment la grande littérature. C'est un catalan, c'est un ami catalan, un magnifique poète et également auteur des Jardins des 7 crépuscules et d'un tas d'autres livres, essayiste également. J'ai choisi donc dans mes dictionnaires caustiques des définitions. Alors la première que j'ai prise, c'est avouer. Alors je vous demande de réagir à cette petite définition. On est dans notre métier.
Je ne sais pas si, voilà, avouer, confesser une faute, dévoiler les fautes d'autrui est un grand devoir imposé par l'amour de la vérité. Ça dit quoi, ça, à l'avocat que vous êtes? Naturellement, on est un peu dans le champ caustique. Ouais, ça signifie beaucoup de choses. Évidemment, il y a un contenu très moral à la définition elle-même, il y a un contenu très moral. Ce que je retiens surtout et ce qui m'interpelle, c'est le mot de vérité. C'est extrêmement difficile. Qu'est-ce que la vérité? Nous connaissons tous le terme latin, veritas, et je ne suis pas convaincu que le terme latin soit le plus juste pour vraiment traduire ce qu'est la vérité. Le vieux mot grec de vérité, c'est aletheia. Et aletheia signifie quelque chose de plus fort, à mon avis. C'est à la fois quelque chose qui se livre, qui se donne et qui opère un repli sur soi. Le sens de vérité dans la Grèce antique, notamment chez les philosophes antiques, mais on a aussi vu des philosophes modernes comme Martin Heidegger reprendre le terme. Martin Heidegger ne reprend pas le terme de veritas, mais reprend le terme de vérité. Voilà, mais le terme grec, c'est-à-dire aletheia. Aletheia, comment traduire simplement sans faire un grand débat que je serais incapable de mener parce que je ne suis pas un spécialiste de la langue grecque antique, mais aletheia, c'est le dévoilement, n'est-ce pas? C'est la vérité apparaissant comme un dévoilement, plutôt que la certaine rigidité latine, romaine, veritas, la vérité. Chez les Grecs, la vérité, c'est quelque chose qui se dévoile. Alors, naturellement, je ne connaissais pas ce que vous allez me dire. Je représente ce livre, je le recommande une fois encore, c'est le séminaire 7 de Jacques Lacan sur l'éthique de la psychanalyse, et le mot aletheia dans le destin d'Antigone, c'est les derniers chapitres, et le dévoilement de la vérité d'Antigone, sa vérité à elle, est analysé d'une manière absolument sublime. Et déjà, la dernière émission, j'avais sorti ce livre, mais comme il est encore sur la table et que François Berger nous l'offre, je ne vais pas l'oublier. Alors là, j'ai une définition que je ne comprends pas, mais je suis certain que vous saurez. Oui, c'est sur avocat. C'est sur avocat. Alors, et c'est tout court, et je pense qu'on pourra en discuter longtemps, mais vous allez nous faire une petite réflexion. Avocat, il détient un nom de décodeur qui lui permet de distinguer du fruit de l'avocatier, spécialité du baromètre. En 3 mots, baromètre. Naturellement que c'est un mot insolent de Narcisse Prat, mais là, le dictionnaire est insolent, mais là, il est dans un autre registre pour définir ce que peut-être... C'est moqueur. Décodeur. C'est un peu moqueur, mais c'est pas faux. Mais c'est pas faux. C'est difficile, évidemment, c'est assez dans le style de Prat. J'entends, c'est pas d'une très grande, à mon sens, c'est pas d'une très grande clarté. Donc c'est difficile pour moi de m'exprimer à ce sujet. Est-ce que nous sommes des décodeurs, déjà? Nous sommes des déchiffreurs. Des décodeurs aussi, nous pourrons le dire. Mais moi, j'aimerais quand même dire une chose qui pour moi a de l'importance. C'est dans notre pratique, chers confrères, la vôtre, dans ma pratique pratiquement terminée maintenant d'avocat, je dirais ceci. Décodeurs, déchiffreurs. De quoi? D'une réalité qui nous est exposée par nos clients. Quelle réalité? La partie visible de l'iceberg. Que savons-nous de la vie de nos clients lorsqu'ils viennent nous consulter, que ce soit pour une affaire pénale ou pour une affaire matrimoniale ou civile ou autre? Au fond, nous devons toujours nous prononcer ou tenter de comprendre, de saisir une réalité qui n'est qu'imparfaite et surtout incomplète, parce que nous n'avons visibilité que sur la partie visible de l'iceberg. Voilà, c'est ça. Donc ça rend d'autant plus difficile notre analyse qu'on ne sait jamais tout. Voilà. Alors, vous avez parlé de vérité, enfin j'ai pris dans la définition, aletheia, et là, le numéro de Franc-Tireur de cette année, c'est l'heure de cette semaine, c'est l'heure de vérité. Alors, je vous lance sur la politique française. C'est un numéro sur les prochaines élections qui ont lieu dans moins de 20 jours. Quel est votre regard d'avocat neuchâtelois sur ce que vivent aujourd'hui
les citoyens français, le peuple français, et ceux qui vont les attendre et ceux qui nous attendent par ricochet. Oui, alors écoutez, d'abord je vais tout de suite apporter une petite correction à ce que vous dites. C'est pas un regard d'avocat de Châtelet sur la politique française, c'est un regard d'un citoyen suisse qui s'intéresse à la politique, qui observe la politique française, qui la regarde. Que je sois avocat ou pas n'a finalement pas d'importance, car l'analyse des faits politiques que nous vivons actuellement en France, dans cette préparation préélectorale, c'est pas du tout un regard de gars, c'est un regard de citoyen. Ben, écoutez, je dirais que là, c'est intéressant. Au fond, la France, la situation de la France actuelle et des prochaines élections, puisque le président Macron a procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est, je dirais, ça reflète probablement une situation qui est transposable dans beaucoup de pays. Mais simplement en France, le président de la République a procédé à la dissolution. Au fond, cela traduit un malaise extrêmement profond, non seulement dans la société française, je crois que c'est transposable à d'autres pays, c'est un malaise profond dans le monde occidental, qui ne sait plus très bien où il va, qui hésite, qui s'affronte, il y a une perte des valeurs indéniable. Donc voilà, comment je vois les choses, ben, je vois ça comme le reflet de la société décomposée dans laquelle nous vivons. Est-ce que nous, Suisses, en toute humilité, est-ce que nous, Suisses, on a quelque chose à transmettre sur nos modes de résolution du conflit qui est basé sur le consensus et le compromis, que peut-être le jacobinisme français n'arrive pas à concevoir? Oui, alors, votre remarque et votre question sont évidemment fort intéressantes. Nous avons quand même deux histoires, certes parallèles, mais totalement différentes. N'est-ce pas? La tradition helvétique du consensus est une chose extrêmement ancienne. La situation française est beaucoup plus liée à l'affrontement, à l'opposition, aux antagonismes de tout temps. Ce n'est pas un fait politique moderne. Ces antagonismes ou ces affrontements existaient déjà sous l'Ancien Régime, si l'on pense à la fronde sous Louis XIII par exemple. Or, dans notre pays, les valeurs de consentement et d'arrangement sont extrêmement anciennes. Souvenez-vous, le pacte fédéral d'août 1291 a déjà fait référence, le terme consensus n'est pas utilisé, mais où il est parlé d'une union, que si un des membres de la confédération naissante était attaqué, violenté, etc., ils lui porteront secours, ils chercheront des solutions d'apaisement, etc. Donc, au fond, la tradition du consensus et de l'arrangement en Suisse, elle est très ancienne. Elle a peut-être des explications que je ne suis pas capable de donner par manque de connaissances, mais il me semble que probablement la situation linguistique du pays l'a aussi favorisé. Il faut que s'entendent des gens qui parlent des langues différentes, qui ont des traditions différentes. La Suisse française, récente dans la Suisse moderne, puisqu'elle est du 19e siècle, a inévitablement une influence française, quoiqu'elle a su trouver son indépendance. Il y a une influence germanique du côté de la Suisse alémanique, une influence italienne du côté de la Suisse italienne, et il est fort probable que ces pôles de tension ont développé aussi un sens du consensus et de l'arrangement. Ça serait impossible de reproduire un tant soit peu par exemple notre système électoral basé sur la proportionnalité, ou alors une sorte de gouvernement où les gens voteraient mais ensuite devraient défendre une position commune alors que leurs idées peut-être à l'origine sont totalement différentes. Est-ce que ça c'est inconcevable pour la France? Vous parlez de la France, donc vous parlez de la France. Alors moi je vais vous dire ce que je connais de la France, de son histoire, des contacts que j'ai pu avoir avec des collègues français, des confrères français, des écrivains français, ça me paraît impossible, je ne sais pas, très difficilement réalisable. Et il y a un autre obstacle aussi, c'est que la France, peuple intelligent, a quand même une certaine difficulté à comprendre le fonctionnement d'institutions différentes des leurs. Je prends un tout simple exemple. Je me souviens d'avoir un jour discuté avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats à Dijon, cela fait plusieurs années déjà, et nous parlions du référendum législatif. Comme nous le savons, la possibilité, lorsqu'une loi a été votée par le Parlement, qu'un certain nombre de citoyens disent « on n'en veut pas de cette loi », on la soumet au peuple et le peuple se décide. C'est quelque chose de cardinal, par exemple, dans le régime helvétique. Oui, absolument. Et le peuple dit, oui, nous voulons cette loi. Ou non. Ou non.
Quand j'en ai parlé à ce confrère bâtonnier français, il comprenait, mais il était surpris. Il me disait, mais je ne comprends pas. Parce qu'au fond, le Parlement, les deux chambres réunies, puisque nous avons un bicamérisme parfait, représentant le peuple, où fait une loi et où font un groupe de citoyens, lance un référendum, et c'est soumis au peuple, et le peuple peut dire on ne veut pas de cette loi. Donc tout le travail, c'est ce que me disait ce confrère français, tout le travail accompli pour confectionner une loi tombe à plat, alors que vous n'y avez peut-être pas... Est-ce que vous lui avez dit que c'est ça la démocratie directe? Bien sûr. Et quelle est sa réponse ensuite alors? Oui, mais vous perdez du temps, vous passez des années à faire une loi, et puis au fond des citoyens oui, il a raison, pas. Oui, bien sûr que c'est long, mais c'est aussi remarquable, remarquable que le peuple a le dernier mot en Suisse. Parce qu'il y a quand même toute une couche d'avocats citoyens qui sont intéressés à la chose publique, qui se disent peut-être que cette constitution française, elle mérite aujourd'hui d'être dans des aspects cruciaux modifiés, et que peut-être, par exemple, la proportionnalité devrait être introduite, etc. D'ailleurs, en parenthèse, il y a une partie de proportionnalité qui a été introduite en France il y a quelques années. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, le corps, le Parlement français, il est composé tiers, et c'est ce qui va sortir des urnes, tiers. Et ce tiers n'arrive pas, comme chez nous, à se parler. Chez nous, on arrive quand même entre... C'est l'antagonisme. C'est l'antagonisme, gauche-droite, c'est avec ce centre qui se cherche, qui est un peu à droite, qui est un peu à gauche et tout. C'est pas du tout, la situation évidemment est pas du tout comparable. C'est deux fonctionnements différents. Bah, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Constitution française de 58, du général de Gaulle, enfin, préparée par son Premier ministre Michel Debré de l'époque, est une constitution qui a quand même des caractéristiques quelque part monarchiques. C'est-à-dire que le pouvoir du président de la République, il est énorme. Il est à la fois le chef des armées, comme vous le savez, il détient le code secret de l'arme atomique, il nomme des très hauts fonctionnaires, il nomme le Premier ministre, qui lui nomme les ministres, sous contrôle du président de la République. Donc j'entends l'appareil constitutionnel français est de type monarchique. Alors, est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il ne le faut pas, est-ce qu'il faut le modifier et tout? Que les Français répondent. Voilà, exactement. On va parler un tout petit peu de notre mode professionnel, le droit pas trop, mais un tout petit peu. Votre regard à la fin de votre carrière sur, on va dire, la manière d'aborder les dossiers de la part, je vais directement au tribunal fédéral, de la part du tribunal fédéral. C'est quoi votre regard finalement sur le fonctionnement tel que vous l'avez vécu à travers votre carrière du tribunal fédéral? Oui, alors moi je dirais ceci. J'ai vu évidemment, j'ai commencé mon activité d'avocat en 79 et j'ai arrêté, j'ai encore quelques affaires en cours que je termine, juste avant le Covid, en février 1979-2020. 2020, début 2020, parfait. Donc ça fait quand même 40 ans. 78, un peu plus de 40 ans. 40 ans d'activité. Quel regard je porte? Est-ce que vous voyez déjà une évolution sur cette instance? Ça dépend sur quel plan. Vous me posez la question de voir si je vois une évolution sur le plan institutionnel. Je vois surtout une différence dans le comportement des justiciables. Je vois plus d'agressivité, moins de consensus qu'à une époque. On n'est pas d'accord, on veut recourir, il faut aller jusqu'au tribunal fédéral. Le regard que je peux porter sur le tribunal fédéral, écoutez, je vais vous dire, ça dépend des cas. Je suis passé à la fois d'une certaine admiration par rapport à certains jugements absolument impeccables, à la désolation par rapport à des jugements qui me paraissaient aller un peu à l'entourloupe-de-pièce. Par exemple, le caractère remarquable d'une décision, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit où vous dites là, on a une autorité qui est vraiment dans son champ et qui a marqué le territoire? La parfaite application du droit, la parfaite connaissance des faits, l'analyse rigoureuse en droit de la situation de fait, c'est impeccable. Alors que le contraire, ce serait quoi alors, la désolation? Ce serait de ne pas tenir compte de faits qui ont de l'importance, ou c'est, comme on le voit trop souvent, des décisions du tribunal fédéral en disant on ne revoit pas ces faits, la procédure fédérale a prévu que nous sommes liés, ce qui est juste, selon la Constitution fédérale, par
les faits retenus par la dernière instance cantonale, mais bon, moi j'ai quelques souvenirs de faits qui étaient très discutablement, disons, qui étaient retenus par l'instance cantonale avec des erreurs que le tribunal fédéral aurait dû redresser, et le tribunal fédéral s'en est tenu à des faits qui n'étaient pas absolument justes ou absolument fondés. Voilà. Nous savons tous deux que l'un des arguments répétitifs du tribunal fédéral pour refuser des recours, c'est de soutenir l'absence de démonstration. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors moi j'ai envie de dire, ça c'est mon expérience, j'ai envie de dire, mais non d'une pipe, pourquoi on ne dirait pas au tribunal fédéral, vous avez le choix, l'opportunité de prendre les dossiers que vous voulez, Ouais. mais à ce moment-là, vous les analysez du fait jusqu'au droit dans toute son ampleur, et puis vous balancez entre guillemets, parce que dans la pratique, aujourd'hui, Oui. le critère de la recevabilité, le caractère prétendument appelatoire, C'est ça, c'est ça. Ils le disent. Comment vous voyez Finalement, j'ai envie de dire, mais laissons plus de liberté au tribunal fédéral pour prendre les causes, mais à ce moment-là, en contrepartie, vous allez analyser les faits, parce que peut-être que l'autorité judiciaire cantonale a failli gravement. Alors je ferai une remarque. Vous dites laissons plus de liberté au tribunal fédéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser plus de liberté au tribunal fédéral, c'est avoir... Dans l'analyse du dossier. Oui, ça veut dire aussi nous enlever une partie de notre liberté. Parce que si l'on dit le tribunal fédéral aura plus de liberté pour statuer sur un certain nombre de faits, c'est lui laisser un grand pouvoir d'appréciation, de dire... Mais aujourd'hui, il se défausse de ce pouvoir en disant... Votre argument, il est de nature appelatoire, oui, et nous n'allons pas l'analyser. Donc, vous avez raison. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Vous avez raison, c'est très souvent le cas. Très souvent, le tribunal fédéral, en présence d'un recours, le rejette, en faisant toujours un peu... On a l'impression que c'est du copier-coller, et c'est certainement du copier-coller, en disant les arguments du recourant ou de la recourante sont de nature appelatoire. Dans ces conditions, le tribunal fédéral n'entrera pas en matière, et puis c'est rejeter le recours pour irrecevabilité. Ça, c'est vrai. Et puis encore une petite question dans le droit, la dernière. Il y a l'intelligence artificielle qui vient. Dans notre métier, on devine qu'elle pourrait être très puissante. Qu'est-ce que vous diriez pour privilégier le caractère humain de la justice faite par un homme et celui qui découlerait d'algorithmes judiciaires émanant d'une intelligence artificielle? Alors je dirais que moi je n'ai pas beaucoup d'inquiétude par rapport à l'intelligence artificielle, parce que finalement ça nous aide aussi dans des recherches dans beaucoup de domaines, mais surtout ce qui pour moi est prioritaire, c'est que derrière l'intelligence artificielle il y a des humains. Donc évidemment la question pourrait devenir différente le jour où avec l'intelligence artificielle le contrôle humain se perd au profit, hélas, de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai personnellement pas trop d'inquiétude, dans la mesure où l'intelligence artificielle peut améliorer les conditions de travail, l'analyse de certaines données et tout. Voilà. Alors, on change totalement de sujet, parce que si vous êtes ici aussi, c'est parce que nous aimons tous les deux la littérature. Et nous allons parler après de littérature, mais là, on va parler de Soleil d'encre. Dites-nous quel est Soleil d'encre, donc c'est votre maison d'édition, et comment vous vous êtes dit, peut-être j'ai quelque chose à apporter dans le monde de l'édition helvétique. Alors écoutez, d'abord, vous êtes gentil, et puis je prends ça pour un compliment immérité, que je considère comme immérité, une maison d'édition dans le rang helvétique et tout. D'abord, c'est une petite maison d'édition, j'ai réédité relativement peu d'ouvrages. Au fond, comment est venue l'idée? C'est extrêmement simple, je n'aurais jamais pensé faire parallèlement de l'édition. J'aimerais quand même insister et souligner ce point, de l'édition qui est une activité très marginale et qui est très restreinte. C'est tout simple. J'avais entendu parler de cela il y a environ 8 ans, d'aphorismes du docteur Oscar Louis Forel. Oui, j'ai noté là. Alors peut-être racontez-nous comment ça s'est revenu sur le... Alors c'est tout simple. C'est tout simple. Je me trouvais dans une librairie de livres anciens à Neuchâtel. Je vais d'ailleurs en donner le nom parce que c'est une excellente librairie. C'est le cabinet d'amateurs à Neuchâtel, dirigé par un excellent libraire qui est M. Marc Bettler. Donc des vieux livres, des livres de collection. Il est spécialisé dans des livres de collection, des ouvrages même très anciens. C'est un excellent libraire qui conseille très bien et qui vend. Et je suis tombé sur des aphorismes
aphorismes de Oscar Louis Freud. C'est un nom qui me disait quelque chose. Je savais qu'il allait travailler sur la Riviera vaudoise comme psychiatre. Pas psychanalyste, mais comme psychiatre, qui s'intéressait aux sciences. C'est un humaniste, Oscar Louis Freud. Et puis j'ai lu ces aphorismes, c'était une édition des années 35-36, et j'ai posé la question à Marc Mettler, j'ai dit, mais écoutez, c'est remarquable ces aphorismes, ont-ils été réédités? Ils étaient de 36. Il me dit, écoutez, pas à ma connaissance, je vais faire une recherche. Il a fait une recherche, il m'a dit, oui, il y a une maison d'édition qui n'existe plus, qui les avait réédités dans les années 50, à part ça, je crois qu'il n'y a rien eu. Et c'est là que m'est venue l'idée, en me disant, mais au fond, je pourrais, moi, rééditer, préfacer ou postfacer, présenter les aphorismes d'Oscar Louis Forel, parce qu'ils me paraissaient tout à fait remarquables. Et c'est parti de là. Et au fond, je reçois parfois des manuscrits que je refuse, parce que je vois que les gens n'ont pas très bien compris que le but principal, d'ailleurs dans les statuts qui sont au registre, je suis inscrit au registre du commerce à Neuchâtel, le but principal, c'est de la réédition. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire éditer quelque chose, c'est de la réédition. Et au fond, je me suis dit, bon, j'ai commencé par les aphorismes de Forel, qui sont, je dirais, honorablement vendus, et j'ai choisi des ouvrages déjà connus, mais des textes un peu moins connus, comme les textes de Valéry, par exemple. Oui, je vous ai rencontré à Cressier, que je ne connaissais pas, au Salon des écrivains. Et puis là, alors, vous m'avez dit, voilà, la Suisse a son prix Nobel de littérature, c'est exact. Ce que j'ignorais, 1919, Carl Spitteler, Imago. Quand j'ai vu le titre Imago, je me suis dit, mais ça, c'est une revue de Freud. Hein, et vous avez parfaitement raison. Alors, racontez-nous la découverte de Spitteler que je ne connais pas, et peut-être c'est un autre livre que vous pourriez nous recommander. Vous l'avez donc... Je vous remercie de votre présentation parfaite, et tout ce que vous avez dit est juste, et dans ces circonstances que nous sommes rencontrés, Imago, et vous avez eu raison de rappeler que c'était une revue de Freud, beaucoup l'ignorent, mais c'est vrai. Alors c'est extrêmement simple. Il a eu, comme vous l'avez rappelé, le prix Nobel de littérature en 1919. Je fais une toute petite parenthèse. En réalité, il y a 2 prix Nobel suisses. Il y a en 48 ou 47, sauf erreur, 48 ou 49, il y a Hermann Hesse qui l'a obtenu également. Mais attention, il était allemand et il est devenu suisse. Okay. Alors que Carl Spitteler, qui était d'origine bâloise, de Bâle-Campagne, mais qui a surtout fait sa carrière à Lucerne, suisse, complètement suisse. Voilà. Et alors ce livre-là, c'est quoi ce livre? Alors, je veux juste encore ajouter ceci. Vous avez donné la date et vous avez raison de donner la date. Il a eu le prix Nobel en 1919. Nous sommes arrivés en 2019. J'ai essayé de voir si des éditeurs de Suisse française, parce ce qui m'intéressait, c'était des traductions en français des œuvres de Spitteler, auteur d'expression allemande, et j'ai rien vu. J'ai rien vu. Il y a eu une petite monographie quelque part, je ne sais pas dans quelle maison d'édition. Bref, je n'ai pas vu qu'en 19 paraîtrait un roman, de la poésie, il était romancier, il était poète aussi, des écrits politiques, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même extrêmement dommage. Il est prix Nobel de littérature, personne ne le réédite. Et alors j'ai trouvé, en faisant quelques recherches, Imago, traduit par Gabriel Godet, qui était ou sa femme ou sa fille, la fille donc du préfacier, Philippe Godet, écrivain neuchâtelois, qui était connu, qui était avocat aussi d'ailleurs, et j'en ai fait la postface, voilà, Imago. Et alors c'est très intéressant cet ouvrage, il est sorti en 2019, c'est-à-dire les 100 ans après l'attribution du Nobel. Je crois être le seul à l'avoir réédité en Suisse romande. Du moins, je n'ai pas entendu qu'il y avait eu d'autres éditions. Et j'estimais qu'en 2019, il fallait le rééditer. Vous avez fait une remarque très judicieuse aussi, vous avez parlé de Freud. Et c'est intéressant parce que Freud l'a lu, Imago. Et Freud a écrit à l'écrivain, à Spitteler, en lui disant « J'ai beaucoup aimé votre ouvrage, votre roman, c'est un roman. J'aimerais reprendre le titre pour ma revue de psychanalyse. » Évidemment. Pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Peut-être pas de hasard. Et finalement, quel honneur pour Carl Spitteler d'avoir une lettre du docteur Freud et de savoir que le docteur Freud aime son livre et surtout veut reprendre le titre. C'est ce qui s'est fait.
Et c'est ce qu'avait fait le docteur Freud. Il avait effectivement repris ce titre. Est-ce que vous allez continuer à éditer ces prochaines années alors oui. Il y a un projet en cours ou bien? Oui, il y a un projet en cours. Je suis vice-président suisse de la Société européenne de culture, qui est une société qui a été fondée dans les années 50 par le professeur juriste et philosophe Umberto Campagnolo, mort il y a longtemps. Et il a écrit de très beaux textes, mais dont certains ont une diffusion assez importante et d'autres ont une diffusion quasi confidentielle. C'est une réflexion sur la culture. Et je connais très bien son fils, c'est le secrétaire de la Société européenne de culture, qui habite à Genève, M. Campagnolo, et je lui dis, mais les textes de votre père, qui ont été imprimés, édités en Italie à 40 ou 50 exemplaires, ça vaudrait la peine de les rééditer. Donc nous avons un projet pour l'an prochain, qui consisterait à rééditer les textes de Umberto Campagnolo sur la culture. Parce que Campagnolo n'était pas qu'un homme de culture, ça fait partie de la culture bien sûr, il était juriste, philosophe, je crois même qu'il a fait une thèse en philosophie, et il a un regard sur la culture qui évidemment va très loin. Et le projet est là, rééditer des textes d'Umberto Campagnolo. Puis vous êtes aussi écrivain. Alors j'ai vu quelque chose qui m'a assez insolite dans votre présentation sur l'un de vos sites, en disant que vous aimiez écrire sur les bateaux ou dans les trains. Ça me fait plaisir. Est-ce que parce que j'ai reçu ici des écrivains pour qui déjà ça serait inimaginable de penser pouvoir écrire, par exemple dans un train avec le bruit, le va-et-vient, les gares, etc. Alors comment vous est venue cette certitude que vous pouviez être efficace écrivant dans un train ou sur un bateau? Il y a eu une longue période d'avocature du barreau, et là, il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque, je peux dire, jusqu'en 2018, 2017, 2018, où j'allais peu en bateau parce que mes activités d'avocat au barreau ne me laissaient pas le temps d'aller écrire dans des trains ou sur des bateaux. La première remarque, c'est que je n'écrivais pas chez moi, j'ai rarement écrit chez moi. J'allais à Neuchâtel, à la bibliothèque publique de la ville, qui est une magnifique bibliothèque, très belle, dont Apollinaire parle dans ses carnets, en disant c'est une des plus belles bibliothèques d'Europe que j'ai connues. Je fais un peu de pub pour ma vie. C'est vrai que c'est une magnifique bibliothèque. Et pendant des années de barreau, ça fait quelques décennies quand même, j'ai toujours choisi, dans des moments de liberté ou dans des moments de liberté en vacances, des villes où il y avait une bibliothèque, et je travaillais dans la bibliothèque. Ça a été Sienne, ça a été Madrid, ça a été Lisbonne, ça a été Budapest et tout. Je n'ai pratiquement jamais écrit chez moi. Il fallait que j'aille un endroit avec des bouquins, mais pas seulement, parce que sur les bateaux, il n'y en a pas. Il y a des gens, il y a du monde, il y a un peu de bruit, mais ça ne me dérange pas. En 2020, puisque j'ai arrêté mon activité, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant et tout. Et je me suis dit, j'adore les bateaux depuis très très longtemps, et j'écris depuis des années tous mes livres, mes articles de journaux, des conférences, etc., toujours sur les bateaux. Une journaliste m'avait posé la question à Genève, il y a déjà des années, comme vous, en me disant, vous écrivez sur le bateau, on a entendu, etc., dans les trains aussi, pourquoi? Dans les trains, oui, modérément. Dans les bateaux, intensément. Sur les bateaux, intensément. Pourquoi? Le bateau, je m'arrange toujours de choisir un endroit un peu tranquille. Il y a des gens qui passent. Et voyez-vous, je suis un personnage qui est rempli de contradictions. J'ai beaucoup de contradictions, certainement. Je suis à la fois une personne qui aime le silence, qui ne supporte pas le bruit. Je ne pourrais jamais habiter près d'une gare, près d'une route, près d'une ligne de chemin de fer, d'un aéroport, non, en tout cas pas, etc. Et d'un autre côté, il m'est très difficile d'écrire, de travailler dans un endroit qui est complètement insonorisé. Et dans une bibliothèque, comme je le disais pendant des années, je suis dans les bibliothèques, il y a des gens qui passent, qui entrent, qui sortent. Il y a de l'humain. Je ne leur demande pas de venir à ma table et de me dire, vous écrivez quoi, vous faites quoi, qu'ils restent dans leur coin et qu'ils mettent dans le mien. Mais il y a des personnes humaines qui sont là. Sur les bateaux, il y a des personnes humaines qui sont là. La présence de l'humain me rassure et m'aide dans mon écriture. Mais il y a autre chose, parce qu'il y a les bateaux. L'eau, le mouvement des vagues entraîne le mouvement de l'écriture.
Il y a un mouvement de l'eau, un mouvement de l'écriture, c'est des sillons. Pour parler de choses, c'est quoi au fond un écrivain? Il écrit des livres, d'accord, là on est dans la banalité la plus totale. Mais c'est un manuel, c'est un cultivateur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est à l'image du cultivateur, il trace des lignes. Que ce soit sur le papier, maintenant c'est des ordinateurs. Oui, mais que fait-il? Il trace des sillons comme le cultivateur. Il trace des lignes. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois ça donne quelque chose de ces lignes qui à la fin, le total de ce qui va donner un livre, va peut-être germer quelque chose de bon ou de moins bon ou de mauvais. Et parfois, c'est une très mauvaise récolte. Eh bien, c'est la même chose. L'écrivain est un cultivateur. Il est un cultivateur. À partir de ce moment-là, il trace des sillons comme le cultivateur. Il écrit. Et parfois, il se dit, c'est pas mal, puis il voit quelque chose qui s'élève. Est-ce qu'il faut craindre, je reviens à l'IA, est-ce qu'il faut craindre cette IA qui est capable de faire des livres en quelques secondes, quelques minutes, par exemple sur le développement personnel, où on nous dit que par exemple sur Amazon, une certaine plateforme, il y a des milliers de livres déjà écrits uniquement à travers un prompt en disant fais-moi un livre sur le cerveau en 112 pages et tant de signes. Oui. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Je vais vous dire, je n'y pense même pas. Ma réponse est ça. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut le craindre? Est-ce qu'il faut... Moi, je crois que l'humain restera toujours l'humain, et c'est quand même lui qui finalement dominera. Et moi, je l'espère. Est-ce qu'il faut craindre? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'elle est intéressante, votre question, elle est d'une très grande actualité. Peut-être que des ouvrages composés par l'intelligence artificielle à partir de quelques données que vous lui donnez, va peut-être ouvrir un plan nouveau de la littérature, c'est-à-dire nous faire découvrir une nouvelle littérature humaine, mais que l'intelligence artificielle pourra apparaître, je ne sais pas quand, comme un intermédiaire entre une littérature de facture, de création beaucoup plus classique, de l'auteur avec son vocabulaire, ses mots, sa syntaxe, et on passe à l'intelligence artificielle qui compose artificiellement les livres, etc., à partir de quelques entrées que vous donnez. Et peut-être que ce chemin-là, ou cette voie nouvelle devant nous, que beaucoup craignent, peut aussi ouvrir vers de nouvelles dimensions de l'écriture. J'aime bien poser cette question aux écrivains parce que c'est quelque chose qui me traverse beaucoup. Je vous comprends. C'est qu'est-ce que le style? C'est quoi le style? Et quel est votre style? Et comment vous inscrivez dans ce champ qui distingue le livre bateau du livre qui a du style? Du livre qui a du style. Vous savez, c'est la phrase de Buffon. Le style, c'est l'homme. C'est-à-dire que le style est inséparablement lié à la personne humaine. Proust a un style, Joyce a un style, les auteurs ont un style. Le style, c'est l'homme, c'est la phrase de Buffon, comme je viens de le rappeler ici. C'est-à-dire que c'est intimement lié à la personne. Le style dépend aussi d'un état physique et psychique. C'est-à-dire vous avez une situation personnelle interne qui vous poussera à des longues phrases, à des courtes phrases, à des répétitions parfois malheureuses. Je crois qu'il y a tout un appareil psychophysique qui est derrière et qui détermine un style et une écriture. Sûrement. Vous avez, ça c'est le dernier. Le pavillon de Salomon. Les pavillons de Salomon. Les pavillons de Salomon, c'est un de vos derniers livres. C'est mon dernier roman il y a quelques années. Il est paru à l'Âge d'Homme il y a quelques années. Et l'Âge d'Homme L'Âge d'Homme périclite. Ouais. C'est peut-être un peu sévère comme terme. L'Âge d'Homme a connu, et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai connu la période de gloire de l'Âge d'Homme, où j'ai publié à peu près tous mes bouquins, les 13 ou 14 livres que j'ai écrits. L'Âge d'Homme a vraiment une période de gloire. Vous le savez, le grand patron fondateur Vladimir Dmitrievitch, qui est un homme de très grande qualité, est décédé. Sa fille, qui a aussi ses qualités, a repris la maison, mais évidemment, elle n'avait certainement pas la formation pour poursuivre dans l'édition littéraire. Elle s'est intéressée aux véganes, au véganisme et tout. Elle est partie dans une toute autre direction, ce qui fait que la littérature à l'Âge d'Homme est morte.
Que font-ils maintenant? J'ai entendu dire qu'ils publiaient encore 2-3 ouvrages sur le véganisme, des choses comme ça, mais au fond l'Âge d'Homme n'existe pratiquement plus. La maison d'édition de l'Âge d'Homme, qui avait quand même atteint une très bonne cote, qui avait atteint un rayonnement, on peut dire européen, j'entends, n'existe plus. Un bon éditeur, c'est quoi un bon éditeur? Pas dans le style de reprendre des anciens et de les préfacer, mais celui qui fait découvrir des talents et qui essaye de continuer ce métier. Un bon éditeur, c'est d'abord un excellent lecteur. C'est d'abord un excellent lecteur. Bon, ça on peut se dire que c'est assez banal, mais je le dis quand même. C'est un excellent lecteur. Et qu'est-ce que ça veut dire un excellent lecteur? Ça veut dire que c'est un lecteur exigeant. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça ne veut pas dire seulement qu'il est exigeant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime. Qui aime qui? Qui aime le livre, qui aime l'auteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourra voir les faiblesses et qui se dira on peut faire mieux. Il peut faire mieux. Et à partir de ses observations, de son analyse approfondie, il peut dire c'est dommage. Là, il y avait quelque chose de plus à dire. Là, ça peut s'améliorer. Là aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a... Un accompagnateur aussi? Absolument. Absolument. Un accompagnateur sévère. Un accompagnateur qui saura dire, vous savez, la fin de votre bouquin, les 30 dernières pages, c'est pas bon. Il faut tout réécrire. Et ça, mon cher confrère, cher ami, c'est quelque chose qui disparaît. On a de plus en plus l'impression que la lecture des maisons d'édition se fait très rapidement, on regarde un peu, on lit. Ils vous diront que non, évidemment. Ils vous diront, mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Berger, etc. Mais c'est complètement faux, on lit tout, etc. Alors il y a peut-être des éditeurs, des maisons d'édition qui lisent tout. Mais j'entends, c'est souvent des lectures rapides, on n'a pas le temps, puis ça coûte, etc. Donc, bref, je résume. Le bon éditeur, c'est d'abord un excellent lecteur, mais c'est un excellent lecteur capable, et j'insiste sur le mot capable, d'aller à la rencontre de son auteur, mais d'aller à la rencontre de son auteur dans une perspective positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une perspective où il sait que c'est perfectible. Donc, quelque part, il va vers lui, il l'aide. Il est un accompagnateur, il est un aide, il aime. Il aime. Revenir, c'est aussi un d'autres. C'est plus ancien. Le plus ancien, aussi à l'âge d'homme. Revenir. Revenir, c'est plus ancien aussi. Je me suis dit que peut-être j'allais ouvrir ce livre au hasard pour vous demander un petit moment de lecture, à moins que vous ne préfériez, puisque les éditeurs me disent très souvent, nous commençons par lire les premières pages et nous savons, dans les premières pages, la qualité du livre oui, que vous n'avez pas encore lu. Alors peut-être ce que je vous proposerai pour ce livre-là, c'est de revenir, donc c'est simplement de lire 1956, le début, les deux premiers paragraphes, si vous êtes d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord, vous voulez que je vous lise la page? Voilà, non, juste les deux premiers paragraphes, je pense. Les deux premiers paragraphes. 1956. Le livre commence en 1956 jusqu'à l'époque contemporaine. J'ai connu Lorraine dans un camp de réfugiés hongrois en 1956. Nous habitions Genève, rue Tronchin, et je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mon père était concierge d'école, ma mère ménagère. J'avais un petit frère qui voulait devenir contrôleur de train et une sœur institutrice. Si je me souviens de certains détails de ce temps-là, ce n'est point que ma mémoire serait meilleure que celle d'un autre. Simplement, j'étais surveillant dans ce camp de réfugiés et je devais noter tout ce qui se passait et rédiger chaque soir un procès-verbal pour notre chef. Il avait une peau toute blanche, le visage mou et paraissait imberbe. Il avait autant de personnalité que ma gomme à effacer. J'ai conservé le carnet de Moleskine noir sur lequel je retrouve tout un monde que le filet de la seule mémoire aurait pu laisser passer dans l'oubli comme de petits poissons. Est-ce que l'éditeur qui lit ce texte, il lit d'autres textes, est-ce qu'on ne peut pas dire à l'auteur qui voudrait être édité que finalement il entre dans un champ qui a affaire avec l'aléatoire et le casino, aussi bon lecteur soit-il, et que c'est tellement difficile
disons de convaincre finalement, puisqu'il y a tellement d'auteurs, tellement de livres qui sont publiés. C'est quoi votre regard finalement, ou votre conseil peut-être, votre conseil sur ce jeune qui à 20 ans voudrait dire « Ah mais moi cette carrière-là elle m'intéresse, j'aimerais écrire, j'aimerais faire de ma vie un champ d'écriture ». Je lui dirais écrivez, écrivez, allez au bout de vous-même, n'ayez pas peur, allez le plus loin possible. Et je dirais aussi ceci, soyez capable de mettre vos tripes sur la table. Il faut être capable de souffrir, il faut être capable de se donner pleinement, sinon vous renoncez. Est-ce que les grands livres, ce n'est pas systématiquement des livres de l'intime? Les grands livres, est-ce que ce sont, c'est une bonne question, est-ce que ce sont des... Je répondrai différemment. Je ne dis pas que c'est faux, votre remarque est aussi une question. C'est une question. C'est une question. Je dirais que les grands romans, parce que roman fait partie des livres, mais les livres c'est aussi de la poésie, c'est aussi... Les grands les trois livres. Les grands romans. Les trois livres que vous avez introduits au début de cet entretien, oui. on sait là... Il y a un point commun. Ces trois livres magnifiques. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Est-ce que c'est pas la démonstration de mon énoncé? C'est pas fantastiquement des livres de l'intime? Oui, en bonne partie. Oui, tout à fait. Je dirais ceci. Les grands romans sont souvent de grands romans d'amour. C'est intéressant que vous rappeliez ces trois livres que j'ai très imparfaitement présentés, mais enfin c'est ainsi, sont tous en point commun, c'est l'amour. Il y a une histoire d'amour qui se trouve dans chaque livre. Évidemment, elle est très puissante dans la Divine Comédie, ça c'est certain. Elle l'est aussi dans le roman de Scott Fitzgerald, Cat's Misery. Chez Proust aussi. Chez Proust, oui. Alors chez Proust qui est tout à fait extraordinaire. Alors je donnerai le conseil suivant au lecteur de Proust qui pourrait être découragé. Il entre dans une librairie, on m'a parlé de Proust, j'ai vu à la télévision sur une chaîne, etc., YouTube, j'ai vu Berger qui parle de beaucoup de choses, et entre autres de la recherche du temps perdu, mais enfin c'est 3000 pages, est-ce qu'il se rend compte, etc. Le conseil que je donnerais à la personne qui n'a jamais lu Proust, c'est de ne pas se lancer tout de suite dans la recherche, parce qu'il y a à peu près 3000 pages selon les éditions, de lire du côté un amour de Swann. Parce qu'un amour de Swann fait suite au début, c'est pas le tout début, mais c'est au début, c'est un roman autonome, qui fait partie du tout, bien entendu. C'est un roman que l'on peut lire indépendamment des autres parties avant et après de l'ouvrage de la recherche du modèle de Proust. C'est une extraordinaire histoire d'amour, ça s'appelle Un amour de Swann, où c'est au fond la relation entre Swann et Odette de Crécy, dont il est absolument éperdument amoureux. Il la suit dans tout Paris, etc. Et là, ça donne déjà une idée du style, il fallait évidemment le génie d'un Proust pour parler sur 150 pages de la jalousie, n'est-ce pas? C'est absolument extraordinaire, cette poursuite de Swann qui cherche, qui veut conquérir Odette de Crécy, qui pense qu'elle a un ou qu'elle a des amants, qui est désolé, et qui finalement fiche le camp, va faire un tour du monde, etc. Et il voulait mourir, il revient, et il dit, c'est terrible dans l'amour, au fond, ce qu'on peut souffrir. Et au fond, cette femme n'était même pas mon genre. Oui, tout à fait. Je pensais en vous écoutant, j'ai adoré, je recommande d'ailleurs à tous les jeunes avocats de lire le dictionnaire amoureux de la justice de Jacques Vergès. Oui. Et Jacques Vergès, qu'est-ce qu'il dit? Jacques Vergès? Il dit finalement, pour être un grand avocat, un bon avocat, surtout pour les pénalistes, mais pour les autres aussi, oui, c'est surtout une connaissance littéraire, parce que sans cette connaissance littéraire, vous n'arriverez pas à aborder le début du semblant du côté de l'âme de votre client. Il a parfaitement raison, il n'est pas le premier à le dire. J'avais trouvé dans la bibliothèque de mon grand-père, qui était également avocat, il était notaire aussi, il était avocat notaire. Évidemment, il y a très longtemps, je ne l'ai pas connu, il est décédé, je n'ai pas encore né. Je suis tombé sur un petit livre qui est paru dans les années 35-40 à Bruxelles, d'un dénommé Théo Collignon, qui s'appelle « Initiation à la pratique du barreau », qui a été écrit par un avocat bruxellois. Quelle année? 1935-1940.
Et c'est très intéressant parce que ça va tout à fait dans le sens de votre remarque où vous reprenez ce que disait Vergès, mais Collignon dit exactement la même chose. L'avocat, peut-être pensait-il certainement plus à des pénalistes qu'à des civilistes, il est très important que sa culture littéraire soit aussi étendue que possible. Et ce qui est très intéressant par rapport à des ouvrages sur le barreau, sur le métier d'avocat, qui deviennent de plus en plus techniques, qui ont tendance, même je dirais parfois, à mépriser l'aspect artistique ou littéraire de la vie, dans cet ouvrage-là, vous avez à chaque fin de chapitre des extraits, Sénèque, Virgile, Horace, ou des contemporains, ou de l'orateur, de Cicéron, n'est-ce pas? Où on donne une indication pour initier. C'est fait pour des jeunes avocats. Ce livre, Initiation en pratique du barreau, a été écrit par Théo Collignon, qui était avocat, qui avait été procureur du roi aussi, a été fait pour des jeunes avocats, et il insiste sur l'importance pour l'avocat, pour sa carrière, d'avoir une sensibilité, une connaissance littéraire approfondie. Et une dernière question iconoclaste. J'ai reçu ici un avocat belge qui faisait cette proposition de suppression de tout diplôme, études, patente, brevet pour exercer la fonction d'avocat. Oui. Et une responsabilité étant donnée finalement au client de venir avec qui bon lui semble pour défendre ses intérêts. Qu'est-ce que quelle est votre réaction d'avocat à cette proposition? Alors elle est très simple, donc il n'y aurait plus besoin de licence. Exact. Alors je vous dirais que ce monsieur est certainement fort sympathique, il n'a absolument rien inventé. C'est la situation que nous connaissions il y a 100 ans, et c'est la situation que connut mon grand-père, qui était fils de commerçant. Il n'y avait pas, à l'époque, on est dans les années 10-12 à peu près à Neuchâtel, il y avait une académie, il n'y avait pas d'université. À l'époque, il n'y avait pas de stage, etc. Mon grand-père aidait ses parents, mes arrière-grands-parents, au commerce. Et puis, il s'intéressait au droit. Le commerce l'intéressait beaucoup moins que la science juridique. Il a suivi des cours, il a potassé des bouquins. On passait un examen d'État. Il y avait juste un examen d'État pour avoir le diplôme. Pas de stage. Et puis, on était avocat. Et il n'y avait pas de licence en droit avec brevet d'avocat, etc. Et c'était la même, c'était la même chose pour les notaires. Mon grand-père s'est ensuite associé à un notaire dans les années 30. Le notaire avait des problèmes de santé, était souvent absent, puis il s'est dit, mais il faudra un deuxième notaire, moi je vais le faire. Mon grand-père a continué à être avocat, il a potassé les droits réels, le droit des successions, enfin tout ce qui concerne le notariat, la propriété, etc. Il a potassé des bouquins, il a passé un examen, il a réussi, il est devenu notaire. Donc, ça ne vous choquerait pas immensément finalement? Ah mais je me demande si ce ne serait pas mieux quelque part. De toute façon, la vie fait son tri. Les gens qui ont fait les études les plus brillantes, parfois, c'est pas fameux comme existence professionnelle. Vous avez des gens qui ont très peu de formation. Et vous, confrère, vous êtes avocat, vous avez fait la même chose que moi. J'ai eu des clients de toutes les classes, de tous les milieux, de tous les âges, de tous les pays, enfin de tous les pays, de beaucoup de pays. Certains étaient des gens d'une très grande simplicité, ils n'avaient pas fait d'études, ils savaient à peine lire et écrire, d'une intelligence, d'une subtilité, d'une compréhension des problèmes. Et j'ai eu des universitaires, des professeurs, etc., excusez-moi, c'était épouvantable, une difficulté de compréhension des choses les plus élémentaires. Alors, chers confrères, merci pour ce moment. Mais je vous remercie pour ce moment magnifique que j'ai partagé avec vous.